Consoeurs, chers confrères, mesdames et messieurs, bienvenue pour cette séance exceptionnelle de présentation du livre de M. Abdelmalek Alaoui. Pour information, nous sommes filmés. Et donc, il ne faut pas préjuger uniquement du nombre de... Vous avez observé qu'il fait très chaud, et donc un certain nombre d'académiciens ont probablement préféré se brancher en visio, et donc nous avons un certain nombre de spectateurs en visio, et puis après, il y a un certain nombre de spectateurs qui regardent la visio mise en ligne. Et donc, l'aspect clairsemé de la salle, aujourd'hui, par cette grande chaleur, ne doit pas vous faire préjuger de l'audience réelle de notre présentation. Alors, je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir M. Abdelmalek Alaoui, l'auteur du Maroc, le défi de la puissance, un livre qui est, je confesse ne l'avoir que feuilleté à l'instant, mais qui est très très bien édité, en tout cas, je félicite l'éditeur. Et puis M. Yves Tréhard, journaliste au Figaro, que nous connaissons tous, de réputation et par sa voix. Avant de commencer la présentation du livre, je passe la parole au secrétaire perpétuel pour les annonces ordinaires des séances. Merci, Monsieur le Président. Je me réjouis de cette très belle séance et que nous puissions aborder la question du modèle marocain, de ses performances, de son originalité, de ses profondes racines d'amitié avec la France, et aussi parce que aujourd'hui, dans un monde où les modèles nous ouvrant vers un avenir optimiste sont tout de même assez peu nombreux, bien le Maroc, c'est un peu un message d'espoir, et nous comptons sur vous évidemment pour en parler. Alors, comme il est de coutume, je voudrais évoquer le programme prochain de nos activités. Il faut savoir qu'en effet, demain, nous tiendrons une séance ordinaire sur Haïti, une identité épique et douloureuse, une séance coordonnée par Jean-Louis Chaléard de notre première section. Je rappellerai aussi que mercredi 3 juin prochain, nous aurons une conférence consacrée à la Chine de Xi Jinping, 37 ans après Tiananmen, par Éric Meyer, membre de notre deuxième section. Le jeudi 4 juin, nous rendrons un hommage à Olivier Stirn, à l'initiative de Frédéric Turpin, membre de notre deuxième section, et centré sur les responsabilités qu'a occupées Olivier Stirn en matière de politique étrangère et plus précisément de rapport avec les dom-tom, puisqu'il est resté 10 ans en poste, ce qui est très, très important avec de grandes réformes. Nous aurons ensuite, la semaine prochaine, le vendredi 5 juin, une conférence sur le canal de Suez, légende d'hier et géopolitique d'aujourd'hui, par Ahmed Youssef. Le mardi 9 juin se tiendra l'Assemblée générale de la Société des Amis de l'Académie. Le mercredi 10 juin, l'Assemblée générale de la Renaissance française. Le jeudi 11 juin, une conférence sur la Corrèze et le Zambèze. Un clin d'œil vers Pernatch, évidemment. 10 ans à la tête de l'Agence française de développement par Rémi Rioux. Nous aurons des élections qui vont s'enchaîner par la suite. Le vendredi 12 juin, nous aurons une séance consacrée au Proche et Moyen-Orient, l'Islam et l'Afrique, organisée par Marc et Caroline de Saint-Paul, au titre de la 5e section, et nous installerons Patrick Forestier, justement de Paris Match. Jeudi 18 juin,
nous aurons une séance des jeudis de la Pérouge, les Outre-mer français. Il s'agit d'un cycle de séminaires que nous avons mené depuis 1 an. Les défis sanitaires des Outre-mer français, séance coordonnée par Jeanne-Marie Amatrose de la 5e section. Le vendredi 19 juin, ce sera la fin de ce cycle de séminaires avec une table ronde de synthèse autour des vulnérabilités et des opportunités des dom-tom et maintenant des dromcom. Le vendredi 26 juin, jour de nos élections, nous aurons une séance consacrée à Vers le sommet de Phnom Penh, quelle perspective pour la francophonie, séance coordonnée par Christine Dessouche de la 3e section. Et puis nous terminerons cette longue série de séances par la séance 8, la question de la faim dans le monde, séance coordonnée par Louis Dominici, le vendredi 3 juillet. Vous voyez que le programme est solidement monté et que nous n'allons pas nous ennuyer. Merci de votre attention. Merci, Monsieur le Perpétuel. Alors, pour la suite de cette présentation, je vous propose que Monsieur Barjot et moi vous cédions nos places et que vous puissiez vous asseoir dans l'ordre qui vous convient pour présenter le livre et pour discuter ensemble. Et puis, Monsieur Tréhard, est-ce que je peux vous demander, à l'issue de vos échanges, de gérer les questions avec la salle? Voilà. Je vous remercie beaucoup. Le secrétaire perpétuel, monsieur le ministre, messieurs, dames, je suis particulièrement heureux d'accueillir parmi vous Abdelmalek Alaoui, qui est non seulement l'auteur d'un livre absolument remarquable sur le Maroc, mais qui est aussi, je crois que je peux le dire, un ami. Et donc, ça m'est tout à fait agréable de pouvoir vous le présenter et présenter le livre qu'il vient d'écrire. Alors, Abdelmalek est un économiste, historien, ce qu'on pourrait appeler un intellectuel au Maroc, qui a fait de grandes études et qui a déjà derrière lui une œuvre littéraire importante. Et je dirais que ce livre-là est une somme tout à fait remarquable sur son pays, puisque c'est un livre qui fait quelques 600 pages, ou presque, et qui a la prétention, et qu'il remplit d'ailleurs cette prétention, de nous raconter, de nous rappeler quelle est l'histoire du Maroc, en grosso modo, depuis son indépendance en 1956. Alors ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que le Maroc souvent est présenté sous nos cieux, soit de façon idyllique, comme un pays qui a zéro défaut quasiment, ou alors par certaines plumes comme un pays où règnent les pires maux, MAUX, de la terre. Et ce qui est intéressant dans si vous me permettez l'expression, qui est peut-être pas tout à fait adapté au Maroc, mais qui remet ce livre, l'église au milieu du village, qui essaye de faire la part des choses. Et surtout, qui montre, et je suis très heureux, monsieur le Perpétuel, que vous l'ayez souligné tout à l'heure, qui montre le dynamisme de ce pays, la volonté, l'ardente volonté, justement, eh bien, de se développer, de occuper les premiers rôles. Et ça, je dois dire que dans une France qui aujourd'hui a tendance à vivre sur sa nostalgie et sur eh bien, sa grandeur passée, sans avoir beaucoup d'ambition pour l'avenir, eh bien, c'est toujours très agréable à parcourir et à lire. Alors, ce livre est articulé de façon linéaire, d'une certaine façon, puisque on part de la fin de la colonisation, on part de Mohamed V,
Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que j'aurais des questions à poser sur ça à Abdelmalek Alaoui, c'est que le livre s'articule autour de 3 rois. Il y en a un qui a très peu régné, comme vous le savez, puisqu'il est mort au tournant des années 60. Le second qui a marqué, je dirais, son époque, et qui est né à la fin du siècle dernier. Et puis le troisième, qui est aujourd'hui au pouvoir, qui est beaucoup plus discret que son prédécesseur, que son père, qui fait beaucoup moins parler de lui, qui a eu peut-être une présence médiatique très inférieure à ce qu'était celle de son père, mais qui est pour autant, tout autant, si je puis me permettre, actif et ambitieux pour l'avenir de sa nation. Et puis, ce qui est extraordinaire aussi, c'est de voir à travers ce livre, eh bien, comment un pays qui était un pays très rural, qui était un pays très traditionnel, eh bien, s'est ouvert, s'est développé. Et aujourd'hui, d'ailleurs, puisque un rapport de la Banque africaine de développement vient de sortir, eh bien, c'est considéré comme le pays le plus industriel d'Afrique, devant l'Afrique du Sud, parce que ce pays s'est développé sur plusieurs axes. Alors, on connaît les phosphates, et ceux qui connaissent bien le Maroc savent que c'est une source de développement très capitale dans ce pays, mais aussi à travers l'automobile, et aujourd'hui aussi à travers l'aéronautique. Et d'autres, évidemment, vecteurs de développement que sont l'industrie, enfin ce que j'appellerais les services, mais aussi le tourisme, qui est une valeur sûre du royaume chérifien. Avec un modèle de développement, et ça Abdelmalek Alaoui le dit, qui est assez original, qui d'ailleurs est laissé aux entrepreneurs privés, mais avec toujours derrière, eh bien, l'État qui est là, une espèce de partenariat public-privé qui est tout à fait intéressant et capital. Et puis, j'en finirai là parce que je ne voudrais pas monopoliser la parole, ce qui est remarquable, c'est l'accent qui a été mis dans ce pays sur l'éducation et la formation des jeunes. Vous avez énormément de jeunes qui, d'ailleurs, partent faire ou parfaire leurs humanités et leurs études à l'étranger. Alors c'est en France, mais c'est aussi aux États-Unis, c'est aussi en Grande-Bretagne. Et pour prendre un exemple, par exemple, je crois que la session dernière de Polytechnique a accueilli quelques 17 ou 18 jeunes polytechniciens sortis de préparation, de classes préparatoires, et qui ont intégré l'une des plus grandes écoles françaises, écoles militaires françaises. Donc, c'est intéressant. Et pour finir, eh bien, je dirais que ce qui est tout à fait aussi intéressant dans ce livre, c'est que Abdelmalek Alaoui consacre toute la dernière partie de son livre, qui fait, comme je vous l'ai dit, qui est assez volumineux, aux failles, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, aux failles, au dysfonctionnement justement du royaume, qu'il faudrait eh bien, combler, qu'il faudrait améliorer pour que le pays eh bien, fasse encore un pas supplémentaire vers l'avenir. Et il n'en reste pas là simplement au catalogue je dirais, des défauts de son pays, puisqu'il propose des solutions. C'est toujours intéressant qu'il propose des solutions pour que justement eh bien, son pays continue à progresser. Voilà, pardon d'avoir été un peu long, mais je crois que c'était important de vous donner la substantifique moelle de cette œuvre et de faire en sorte que vous soyez un peu familier avant de passer aux questions et à l'exposé que Abdelmalek Alaoui va faire. Alors, je ne sais pas comment on se tutoie, si vous me permettez, puisqu'on se connaît bien. Comment tu veux faire? Est-ce que tu veux d'abord faire un propos liminaire ou je pars sur une question ou... Ce que tu veux. Tu avais préparé quelque chose peut-être? Alors, je te laisse la parole. Merci beaucoup, cher Yves. Permettez-moi d'abord de remercier le président Olivier de Bernon et le secrétaire perpétuel pour leur invitation. Je suis particulièrement honoré et ravi de venir ici à l'Académie des sciences d'Outre-mer. Et puis Yves Tréhard pour sa complicité amicale et nous avoir aidé à venir vous parler aujourd'hui un petit peu du Maroc. Alors, vous connaissez un peu les règles des mariages et des funérailles au Maroc. C'est que pendant 2 minutes, on parle du défunt, dans le cas
précis de ce livre. Ensuite, on parle de sa relation au défunt et ce qu'on a accompli quand on était avec lui pendant 4 minutes. Et ensuite, on parle de soi pendant une demi-heure. Donc, je ne dérogerai pas à la règle. Je vais d'abord commencer par vous parler un peu de moi et de pourquoi est-ce que j'ai voulu rédiger ce livre à l'approche de la cinquantaine. J'ai d'abord voulu le rédiger parce qu'il est né d'une frustration. Comme l'a bien dit Yves, le Maroc est souvent l'objet à la fois d'hagiographie et de critiques parfois que je qualifierais moi d'injustes, mais je ne suis pas totalement indiqué pour pouvoir totalement les juger. Mais surtout, il a été pendant très très longtemps qualifié et décrit par des étrangers. Et les ouvrages de référence qui ont constitué le corpus académique en sciences politiques, en économie, en sociologie, sont des livres qui ont été écrits par des gens de très grand talent, mais qui ne sont pas des Marocains. Donc on peut citer évidemment, même s'il est controversé, Jacques-Benoît Méchain, qui a écrit un volume très important sur le Maroc. Il y a aussi Charles-André Julien, qui a écrit Le Maroc face aux impérialismes, qui est un volume très important. Il y a des Américains aussi, comme John Waterbury, qui a écrit Le Fellah marocain et le trône. Donc, le titre, déjà, est tout un programme. Et ces ouvrages ont structuré nos modes de pensée. Ils sont devenus infectieux, donc toutes les écoles de sociologie, de sciences politiques et d'économie les ont utilisés comme axiome central de la réflexion vis-à-vis du Maroc. Et j'ai voulu faire un ouvrage, non pas complet, mais un ouvrage global pour raconter aux Marocains de 20 ans jusqu'à 77 ans la trajectoire du Maroc sur le plan économique, industriel, géopolitique, et en essayant d'y mettre le plus de justesse possible. Et pour ça, je suis parti travailler à l'université d'Oxford, où j'ai eu la chance de faire un fellowship pendant 1 an à l'école de gouvernance, et avec des maîtres à penser anglo-saxons. Non pas que j'ai quelque chose contre les maîtres à penser français, mais dans le rapport au monde postcolonial, dans le chemin qu'ont effectué les anglo-saxons dans leur relation avec leurs anciennes colonies, il y a des éléments qui sont particulièrement intéressants en matière d'apaisement, certains diraient en matière de cynisme, mais il y a une approche qui est tout à fait intéressante et dont j'ai adopté certains éléments pour pouvoir élaborer ce livre. Donc comme je vous le disais, le premier moteur a été la frustration, et donc de pouvoir essayer de trouver un ouvrage qui soit un ouvrage d'équilibre, qui ne soit encore une fois ni une œuvre géographique, ni une œuvre à charge, mais qui essaye très modestement de se rapprocher du leitmotiv de votre institution, qui est savoir, comprendre, respecter et aimer. Et pour moi, c'est pas incompatible d'aimer son pays et d'être lucide sur la trajectoire que peut avoir ce pays. Et donc, ce travail-là s'inscrit dans une tradition, je veux dire, qui n'est pas une tradition marocaine de faire des ouvrages globaux qui interrogent plusieurs axes, qui ne vont pas dans la profondeur. On a beaucoup de spécialistes, on a beaucoup d'experts, mais on a peu d'auteurs qui font des ouvrages grand public. Et l'idée, c'est d'essayer de trouver quels sont les axes essentiels qui permettent aujourd'hui à celui qui s'intéresse au Maroc en 2026 de comprendre pourquoi et comment un pays qui part avec un handicap aussi lourd en 1956 arrive d'abord à boxer dans une catégorie qui n'est pas la sienne, à travers la géopolitique et sa position centrale en tant que médiateur dans le conflit du Moyen-Orient, puis à s'imposer petit à petit comme une puissance industrielle en Méditerranée, puis une puissance commerciale et de services en Afrique subsaharienne. Ça raconte l'histoire d'un essor, et ça raconte aussi en creux l'histoire du déclin de la France dans ces zones-là. Et c'est pourquoi c'est particulièrement intéressant pour une audience française, parce que le Maroc n'est pas venu faire le grand remplacement, il est venu faire la grande transformation dans un certain nombre de géographies qui sont devenues des géographies très compliquées pour la France pour pouvoir continuer à évoluer de manière sereine. Donc entre la fascination un peu rapide et la critique souvent paresseuse, je pense qu'il y a un chemin d'équilibre que j'ai tenté de décrire dans cet ouvrage et qui part d'éléments qui sont factuels. D'abord, nous sommes une nation de commerçants. Le Maroc, au cours des 10 siècles du Maroc chérifien, c'est-à-dire celui qui est dirigé par des descendants du prophète, 5 dynasties différentes et tous issus de cette matrice chérifienne, est un pays qui a utilisé le commerce comme ressort essentiel de son économie.
avant la découverte du Nouveau Monde, c'est le Maroc qui vendait du coton, qui vendait des épices, qui vendait des produits issus des industries extractives et des mines jusqu'aussi loin que Tombouctou, à toute l'Europe. Une fois que c'est devenu moins cher de produire du sucre, par exemple au Brésil, eh bien, nos acheteurs se sont tournés vers les nouvelles colonies américaines. Donc le Maroc est traversé par cette tradition commerçante, et tout ce qui va amener vers le protectorat est en réalité un basculement commerçant. Et ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, quand on parle des tarifs, un tarif peut faire basculer un pays. Dans le cas du Maroc, c'est un tarif totalement inattendu qui a fait basculer le Maroc. C'est l'absence de tarifs sur le thé et le sucre. En 1840, il y avait 4 à 5 000 consommateurs de thé au Maroc. En 1870, on parle de plusieurs millions de consommateurs de thé et de sucre au Maroc. Ça représente 30% des importations du pays. Lorsque 30% de vos importations sont dévolues à une habitude alimentaire qui n'existait pas une génération avant et que vous ne produisez pas sur place, vous avez un basculement de vos comptes intérieurs. Et pourquoi? Parce que justement, ce Maroc qui est face aux nouvelles ambitions françaises, portugaises, il va trouver un seul allié pour lui vendre des armes, ça va être la Grande-Bretagne. Et la contrepartie, ça va être zéro tarif sur tous les produits qui sont manufacturés dans l'Empire britannique. Et c'est ce regard-là qui est parfois contre-intuitif, qu'il est important d'examiner lorsque l'on parle de la période du protectorat et de ce legs du protectorat qui arrive en 1956 lorsque le Maroc a son indépendance. Bien sûr, il y a dans le protectorat une mission d'infrastructure très forte, 1600 km de routes qui ont été faits pendant les 43 ans du protectorat, l'organisation d'un certain nombre de domaines, mais aussi une vision urbaine à mettre au crédit d'un homme, qui est le maréchal Lyautey, qui, contrairement aux autres entreprises coloniales, a décidé de ne pas détruire les médinas, a décidé de construire des villes autour des médinas, dans ce qu'il voyait être une mission modernisatrice du Maroc. Ajoutons à cela le fait que c'était un esthète en matière de planification urbaine, et que beaucoup d'hommes politiques contemporains feraient bien de relire ses écrits pour se rendre compte comment est-ce qu'il projetait l'espace, comment il réfléchissait à l'intégration des populations rurales lorsqu'elles arrivent en ville, et comment est-ce qu'il parlait déjà de gentrification à l'intérieur des villes parce qu'il ne voulait pas créer des ghettos, parce qu'il estimait que ce serait le substrat de futurs très gros problèmes sociaux. Et donc, il y a dans la colonisation, il y a aussi le hasard de la biologie et de la géographie. Parfois, vous avez celui qui est responsable de l'administration coloniale qui a une vision, disons, progressiste des choses, et dans le cas d'espèce, sa deuxième très grande intuition a été d'asseoir l'autorité du protectorat sur les fondations traditionnelles du Maroc, et donc sur la centralité du sultan et du chérifisme. Pourquoi est-ce que c'est essentiel pour ce Maroc que vous voyez aujourd'hui, qui est un Maroc qui promeut l'islam du milieu à un moment où on se pose beaucoup de questions sur tous les extrémismes? C'est essentiel parce que les sultans du Maroc ont toujours été la voie centrale pour lutter contre tous les extrémismes. À la fois des extrémismes de l'extrême modération, tel l'islam qu'on a pu connaître en Andalousie, et puis des extrémismes salafistes, et ceux d'un certain nombre de sectes que nous avons eu au Maroc, et le sultan a toujours été le rempart, bien qu'il ne jouissait pas d'une autorité centrale très importante, puisque c'était un système, pour faire court, plutôt fédéralisé, avec des grands caïds régionaux, mais Lyautey va avoir l'intelligence de lui rétablir la centralité. Ils vont commettre ensuite une erreur, c'est de dire il faut qu'on prenne le descendant le plus faible pour devenir le futur roi du Maroc en 1929 à la mort de Moulay Youssef. Or, vous savez, au Maroc, les sultans, ils utilisent cet adage de Sun Tzu, avance en silence et ne parle que lorsqu'il faut dire échec et mat. Et donc le fait que Mohamed V ne s'exprimait pas beaucoup, ne disait pas grand-chose de son tempérament et de son caractère, et de son nationalisme farouche à l'endroit du peuple marocain, et des prises de position qu'il a pu prendre, et notamment celle très connue pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans laquelle il a refusé de livrer les Juifs marocains au régime de Vichy. On ne parlait pas de quelques milliers de Juifs, on parle de plusieurs centaines de milliers de Juifs à cette époque-là, et ils vont être refusés puisque le roi du Maroc refusera de signer le daïr lorsqu'il va lui être présenté par le résident général Noguès.
Tous ces éléments pour vous dire que ce point de départ que j'ai voulu analyser dans le bouquin, c'est de bien se rendre compte qu'en 1956, le Maroc n'a pas d'élite, n'a pas d'administration. Il y a une école des enfants de notables, et le nom est réel, hein, vous pouvez le vérifier. L'école des enfants de notables. Qu'est-ce qui définit un notable, si ce n'est une relation transactionnelle avec celui qui l'occupe? Il y a 1396 Marocains qui vont passer le baccalauréat en 1956. Et avec ça, vous devez faire une armée, vous devez faire une administration, vous devez construire un État, une diplomatie. Et donc, ce chemin marocain est un chemin à la fois de sédimentation et d'à-coup. Et ce qui fait la particularité du Maroc, c'est qu'étant une très vieille nation avec une démographie très jeune, il y a des rythmes circadiens. Je pense que c'est Lénine qui disait il y a des décennies pendant lesquelles il ne se passe rien et il y a des semaines pendant lesquelles passent des décennies. C'est extrêmement bien adapté au Maroc. Le Maroc est un pays d'accélération, de fulgurance, et il peut parfois, parce que c'est une très vieille nation, rentrer dans certaines pesanteurs et les retarder. Ce qu'on remarque dans le Maroc contemporain, celui qui nous occupe, c'est qu'on est passé de ce système d'accélération et de grande fulgurance à un système beaucoup plus systémique en matière d'organisation du développement. Et lorsque Yves me posera sa première question, je pourrai revenir plus en détail après ce propos très historique, mais je pense que le lieu se prêtait à vous expliquer quelles sont nos racines et d'où nous venons, nous, Marocains. Alors, j'ai évidemment beaucoup de questions à poser à Abdelmalek Alaoui, qui sont directement inspirées évidemment de ce livre. Je crois que pour commencer, et c'est assez fondamental, on ne peut pas comprendre le Maroc si on n'a pas compris que c'est une monarchie, et que c'est la plus vieille monarchie, d'ailleurs je l'ai appris à travers le livre, c'est la plus vieille monarchie du monde, puisque si vous ne le savez pas, elle a plus de 12 siècles d'ancienneté. Et que le développement du Maroc tel que Abdelmalek l'a décrit, et que la nation marocaine telle qu'elle transpire dans ce livre, eh bien, son ciment, c'est évidemment la monarchie, avec trois rois, trois monarques, qui sont très différents les uns des autres d'ailleurs, mais qui ont toujours été, je dirais, au cœur de l'action de ce pays. Et alors j'aurais une première question à poser à Abdelmalek, parce que c'est capital. Vous ne le savez peut-être pas, mais Hassan II a essuyé beaucoup de critiques au début de son règne. Il a même été la cible de tentatives de coup d'État, et il a eu un coup de génie, qui d'ailleurs résonne avec l'actualité proche, c'est celui de lancer cette fameuse marche verte. Et je crois qu'on ne peut pas comprendre le Maroc contemporain quand on n'a pas compris la marche verte, qui est donc cette marche initiée par Hassan II, qu'il a inventée une nuit où il n'arrivait pas à dormir, j'exagère à peine, qui a lancé plus de 300 000 Marocains donc, à la conquête du Sahara occidental, et c'est un des actes fondateurs, je dirais, de la nation marocaine contemporaine. Pourquoi était-ce, ou est-ce encore, si important? Alors, pour un certain nombre d'entre vous qui êtes dans la salle et qui ont déjà entendu ou regardé Hassan II s'exprimer, c'est un homme de concept. Et la force conceptuelle, lorsqu'elle est combinée à un trône millénaire, elle donne parfois la conjonction de deux éléments qui permettent de concourir à ce que les Britanniques appellent le statecraft et le stagecraft. Nous sommes au Maroc dans une civilisation de l'oralité, du message et parfois du message caché. La capacité à pouvoir mettre en place le stagecraft, c'est-à-dire la mise en scène du pouvoir, avec cette marche qui réunit le dividende démographique annuel marocain, c'est-à-dire 350 000 Marocains qui naissent chaque année, pour les envoyer sans armes, mais avec le drapeau et le Coran,
pour aller reconquérir le Sahara sous occupation espagnole, c'est d'abord un événement à très 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 forte portée symbolique. Et cet homme, ce monarque très attaché au concept, féru de lecture classique, qui cite Pascal dans le texte lors d'un certain nombre de ses interventions, c'est aussi quelqu'un qui a très bien compris la mécanique de la géopolitique mondiale. Donc il voit un espace. Et il voit un espace dans lequel il est possible de pouvoir organiser cette grande marche sans que ses alliés les plus essentiels, et notamment ceux qui sont au Conseil de sécurité, ne se retournent contre lui. Et j'ai fait ce travail d'excavation des archives les plus intéressantes de l'époque, et notamment grâce aux Américains qui nous font ce plaisir de déclassifier les archives de leurs agences de renseignement. Et on va regarder un ballet incroyable de Kissinger entre le roi d'Espagne, le président Boumedienne, parfois des faux semblants, Hassan II qui fait semblant d'envoyer puis de ne pas envoyer. Mais c'est le génie tactique combiné au cerveau reptilien des monarques. Parce que les monarques marocains ont toujours tenu leur trône sur la selle de leur cheval. Ils organisaient ce qu'on appelle des harkas, c'est-à-dire carrément des expéditions militaires dans les zones dans lesquelles il pouvait y avoir des rébellions. Et la marche verte est cette harka moderne. Elle s'appuie sur, en droit, comme en coutume, des éléments très forts de la part du roi du Maroc. Nous sommes en réalité dans le conflit qui occupe le Maroc et l'Algérie, dans un conflit de guerre froide, de guerre par procuration, pour faire valoir un certain nombre d'arguments d'abord idéologiques, mais sur les liens d'allégeance qu'il y a entre le Maroc, entre le Sahara et le royaume, et l'empire chérifien, si on remonte, ils sont totalement incontestables du point de vue de l'histoire, de l'historiographie également. Et ils sont d'autant plus incontestables que maintenant vous avez une mine de documents, puisque le président Macron, lors de sa visite de l'hiver 2024, a décidé la déclassification de 1,5 million de documents relatifs au protectorat français au Maroc. Je vous invite à découvrir l'écriture fine et mouchetée de Michel Jaubert lorsqu'il était en poste à Tindouf, en territoire marocain à l'époque, et lorsqu'il parle des liens d'allégeance entre les tribus de Tindouf et Sa Majesté le sultan du Maroc. L'allégeance, vous savez, pour le Maroc, si on ne comprend pas quelle est sa nature, il se peut, si on est occidental, que l'on se méprenne et que l'on pense qu'il s'agit d'un pacte administratif. L'allégeance, elle est d'abord spirituelle. Elle est spirituelle à l'endroit du chef et du descendant des prophètes, parce que dans notre pays, nous sommes un patchwork de tribus. Nous sommes un patchwork de tribus, à la fois berbères, mais également arabes, mais également subsahariennes. Et pour faire tenir cette mosaïque vivante, la figure centrale du roi s'est imposée au fil des siècles. Elle ne s'est pas imposée facilement. Il y a toujours une lecture un peu béate qui voudrait faire croire, comme tu l'as dit, que c'était un bloc monolithique pendant 12 siècles. Non, non, le royaume du Maroc s'est étendu, puis s'est réduit. Il y a eu 5 dynasties pendant ces 12 siècles, certaines qui ont été très fortes, d'autres qui ont été plus faibles. Ça a toujours beaucoup dépendu de la géopolitique. Mais le fait qui est singulier, et là je fais la différence entre ce qui est singulier et ce qui est une exception. Parce que le Maroc est un pays singulier, mais ce n'est pas une exception. Le fait qui est singulier, c'est que le Maroc a été totalement étanche aux invasions extérieures pendant 12 siècles, et qu'il a eu un protectorat de 43 ans. Et donc ce qui est très important pour comprendre aussi la relation apaisée que nous avons avec la France, apaisée je veux dire à 90% sur le legs colonial, c'est que la France a apporté, le français, elle a apporté une culture très... Comment utiliser un terme qui soit délicat, jacobine de l'administration. Elle a apporté une certaine idée de la rigidité administrative, mais elle n'a pas pénétré la culture et le substrat profond du Maroc. Parce que le Maroc, fort de cette histoire, il y a un cerveau, je dirais, reptilien. Il y a très peu de nations dans le monde où vous avez des termes qui sont utilisés dans le langage courant, qui se réfèrent à des événements qui n'ont pas eu lieu depuis plus de 200 ans.
Un Marocain, quand il dit attention, si ça continue comme ça va être Siba voulant dire le désordre, eh bien Siba, les Marocains n'en ont pas vu depuis 1830. Ils utilisent encore ce terme qui veut dire la sédition des tribus qui se mettent face au sultan. Donc oui, il y a une centralité, et d'ailleurs nous, Marocains, on n'est pas messianiques, on ne demande pas aux autres d'adopter notre système, on demande juste un peu de respect et d'arrêter, si vous voulez, les grands traits orientalistes par rapport à notre système. Parce que nous, on n'impose à personne de dire, on ne vient pas voir les Français pour leur dire redevenez une monarchie, quoique dans les attributs du pouvoir français, il y a certains éléments qui pourraient se discuter. Je ne vois pas ce que la garde républicaine a de républicain, notamment celle qui est montée. Mais en réalité, dans notre nouveau rapport au monde, ce qu'on demande, c'est simplement que l'on puisse discuter à partir d'une position d'équilibre. Et que oui, nous sommes différents, nous avons des convictions différentes, nous sommes très attachés à la centralité du roi du Maroc parce qu'il est à la fois arbitre et capitaine, et que c'est important lorsque vous avez la tentation des extrêmes et quand vous avez beaucoup de tribus avec des sensibilités qui sont différentes. Et bien que le Maroc se soit développé, ces sensibilités existent encore. Elles existent dans le business, elles existent dans les mariages, elles existent dans les liens entre les gens. Et d'ailleurs, la première chose que va vous demander un Marocain lorsque vous allez le rencontrer, il va vous demander deux choses. Il ne va pas vous dire comment ça va, il va vous dire « Ashrabalkom », quelles sont les nouvelles. Parce que nous sommes un pays dans lequel nous avons besoin d'informations. Donc on a inventé BFM avant BFM. Et la deuxième chose, c'est « Mlinta », d'où est-ce que tu viens ? Pour pouvoir retracer la tribu, le saint, le marabout, l'origine, l'alliance. Et la figure du roi, et je terminerai là-dessus parce que la question portée sur la monarchie, il y a des écrits absolument essentiels, lorsque je dis que le Maroc se construit aussi par les saints et par les signes, c'est que le roi du Maroc était aussi le grand ordonnateur des mariages. Et donc, lorsqu'il se rendait en région, la tenue que portaient les jeunes hommes qui n'étaient pas encore mariés donnait l'information à la fois sur le fait qu'ils n'étaient pas mariés, ce qu'on a aujourd'hui lorsque le burnous se porte, s'il ne porte pas le burnous à droite, ça veut dire, s'il le porte à droite, c'est qu'ils sont mariés, s'il le porte à gauche, c'est qu'ils ne sont pas mariés. Et s'il y a des tribus dans lesquelles il sent qu'il y a des bisbilles, eh bien, il va utiliser son autorité morale et spirituelle pour imposer l'alliance et le mariage entre ces garçons non mariés. Et donc c'est comme ça, c'est ce qui nous, en tant que Marocains, nous permet d'avoir du lien et de faire vivre cette société avec ses contradictions, avec des différences d'opinion, avec des différences de sensibilité, avec une vision parfois, je dirais, qui a un primat dans la presse française et internationale, qui est cette vision des 400 ou 500 000 Marocains francophones, plutôt mondialisés, plutôt libéraux, et c'est celle qu'on retrouve un petit peu partout en pensant qu'elle est prédominante dans un pays de 40 millions d'habitants. Moi, je peux vous assurer que, en ayant fait ce travail, que ils ne sont pas là, nous ne sommes pas, je me mettrai dans l'eau, nous ne sommes absolument pas la majorité. Et donc, c'est aussi ces histoires de choc entre ces élites francophones qui tiennent l'économie, qui tiennent l'administration, et puis des élites plus conservatrices, plus arabophones, plus attachées aux valeurs d'un islam plus rigoriste. Et l'histoire contemporaine du Maroc est faite des chocs entre toutes ces communautés. Alors, ça c'était pour Hassan II. Bon, j'ai beaucoup de questions à poser, hein, mais je vais essayer avant de passer à l'avenir, parce que je pense que c'est très important de parler de l'avenir du Maroc, et de l'avenir du Maroc dans le monde, pour faire la part belle maintenant à Mohamed VI, qui est l'actuel souverain. Il y a eu un coup de génie, me semble-t-il, de Mohamed VI notamment. C'est, vous savez qu'en 2011, il y a eu ce qu'on a appelé les printemps arabes, qui ont beaucoup chamboulé quand même nombre de pays. Ça a commencé en Tunisie, puis la Libye, puis l'Égypte, la Syrie. On pensait que le Maroc pourrait être atteint par ce mouvement. Il ne l'a pas été. Il l'a regardé, il l'a vu, mais le roi, je crois, a joué un rôle assez fondamental et a été d'une intelligence tactique ou stratégique assez incroyable.
c'est qu'il a dit à ceux qu'on appelle les islamistes, ou en tous les cas à ses tenants, bah, vous allez avoir... on va organiser les choses pour que vous puissiez évidemment être au pouvoir, ce qui a permis d'apaiser un peu les tensions. Je caricature un peu, évidemment, mais je voudrais que Abdelmalek, avant qu'on passe à autre chose, nous explique en quoi le Maroc n'a pas, et grâce d'une certaine façon quand même à Mohamed VI, eh bien, n'a pas suivi le mouvement qui a été assez catastrophique quand même dans d'autres pays. Alors, pour avoir travaillé dans cet ouvrage et dans l'ouvrage précédent très précisément sur un de ces moments qui sont déterminants finalement quand vous êtes chef de l'État et que vous exercez le pouvoir. Lorsque vous l'exercez par vent fort et par mer calme, c'est toujours plus simple que lorsque vous avez une lame de fond. Et rappelons-nous du printemps arabe. Je veux dire, il y avait aussi deux discours qui étaient extrêmement dangereux, qui étaient en train de se développer, qui étaient premièrement le pari américain de l'islam politique. C'est d'abord les Américains qui ont promu tous les mouvements d'islam politique qu'il y avait au Maroc. 4 ou 5 ministres du premier gouvernement islamiste du Maroc ont été des gens qui ont été formés aux États-Unis avec des bourses américaines qu'ils ont obtenues 2 ou 3 ans auparavant. On est dans ce monde post-11 septembre où il y a ce grand pari des faucons conservateurs américains qui disent bah, finalement, il faut qu'on fasse le pari. On a vu les résultats que ça a donné dans un certain nombre de pays. Au Maroc, ça se passe différemment, mais pour des raisons un petit peu différentes. Il y a d'abord un certain nombre de réformes anticipatrices qui sont prises par Mohamed VI dès son arrivée au pouvoir. Il y a l'instance équité et réconciliation, qui est la seconde initiative qu'on connaît en Afrique pour faire la lumière et faire les auditions des gens qui ont été les victimes des années de plomb, qui ont subi de la torture et qui ont été emprisonnés, parfois séquestrés, et notamment pendant la décennie des années 70. Aujourd'hui, beaucoup de mes compatriotes ne se rappellent pas de ce que fut l'instance équité et réconciliation. C'est des centaines d'auditions qui passaient à 20h à la télévision nationale publique, avec des gens qui ont été meurtris, torturés dans leur chair. Certains ont vu des proches disparaître, victimes d'exactions, des gens qui ont été envoyés au bagne. Ça a duré 4 mois. Et je ne sais pas si vous imaginez pour un pays que d'avoir cet exercice de catharsis collectif pendant 4 mois, l'impact que ça peut avoir sur la communauté nationale en matière de restauration de la confiance et de la capacité du système à pouvoir réparer les injustices du passé. Et c'est pourquoi ces dimensions mémorielles, d'ailleurs au Maroc, vous remarquerez, on n'a pas d'historien du royaume, on a l'historiographe du royaume. Et donc la capacité à pouvoir confronter des récits qui sont des récits différents, parfois divergents de notre histoire. Le deuxième élément, c'est évidemment la réforme du code de la famille et de la Moudouana qui va installer une égalité compatible avec la charia de l'islam malikite, mais qui va être une véritable révolution émancipatrice pour les femmes au Maroc, pour laquelle Mohamed VI va devoir faire montre de toute sa capacité manœuvrière. Là où les libéraux réunissent 300 000 personnes à Rabat, les islamistes réunissent 2 millions de personnes dans la rue le même jour à Casablanca contre la réforme du code du statut personnel. Et donc, si je dois prendre une référence française, c'est un petit peu comme l'abrogation de la peine de mort par François Mitterrand. Le roi du Maroc sait que son opinion publique est contre cette réforme fondamentale du code du statut personnel, qui permet le divorce, qui permet le partage des biens acquis après le mariage, avec jusqu'à présent une réforme qui n'est pas encore totalement aboutie, puisqu'elle a un deuxième pacte de réforme qui est en train d'arriver. Donc il y a déjà ce coussin amortisseur. Mais lorsque le printemps arabe arrive, personne ne peut prédire ce qui peut se passer. Et vous êtes en plus à la merci, parfois, d'une réaction des forces de sécurité qui, elles, font leur job de force de sécurité et qui, face au débordement, quelles que soient les instructions que vous donnez, d'une étincelle, vous pouvez vous retrouver avec une situation totalement ingérable. Et donc sa réponse, c'est une réponse institutionnelle. Le discours, il arrive très très tôt, le discours du 9 mars, dans lequel il y a une redistribution des pouvoirs entre la monarchie et l'exécutif élu. Il va y avoir
depuis 2011, nous avons 1200 très hauts fonctionnaires. Quand je dis très hauts fonctionnaires, c'est les patrons des agences d'État, comme celles que vous connaissez en France, qui sont nommés par le chef du gouvernement, et une quarantaine d'établissements stratégiques les plus importants qui sont nommés par le roi par d'ailleurs. Et puis une vraie expérience, et là, moi, je ne trahirai pas un secret, le président Sarkozy l'a dit dans ses mémoires, il a eu la conversation avec Mohamed VI, lorsque les islamistes, lorsqu'il semble que les islamistes vont gagner les élections législatives, et le président Sarkozy dit que certains, même des proches du roi, étaient totalement opposés, étaient poussés à la roue pour une espèce de coup d'État institutionnel comme ce qui a eu lieu en Algérie en 1993. Mais le roi a répondu à Sarkozy, nous allons leur donner le pouvoir, s'ils gagnent les élections, c'est leur tour. Et l'histoire lui a donné raison. Faites ensuite, pour utiliser un terme de consultant, le benchmark. Toutes les expériences d'islam politique dans les pays arabes ou les pays de la Méditerranée se sont terminées soit par un bain de sang, soit par un coup d'État. Le seul pays où les islamistes n'ont pas été chassés par les armes, mais par les urnes, c'est au Maroc en 2021. Ça ne veut pas dire que l'expérience était réussie, qu'elle était extraordinaire. Les islamistes se plaignent beaucoup des blocages institutionnels qu'ils ont eus lorsqu'ils étaient à la tête du gouvernement. Mais en réalité, c'était aussi ce fameux choc entre cette élite francophone et puis cette élite conservatrice. Lorsque 60 à 70% de l'administration est composée d'ingénieurs qui ont fait, des directeurs d'administration, d'ingénieurs qui ont fait des ponts et chaussées, qui ont fait Polytechnique, qui ont été dans des grandes écoles et qui se retrouvent avec un référentiel et un référentiel qui n'est pas le leur, ils les combattent pied à pied, pas frontalement, en retardant les signatures, en rendant les choses simples très compliquées, en invoquant la loi. Et c'est ça aussi le pouvoir, on va dire, d'immobilisme parfois de l'administration, mais en réalité, c'est aussi leur inexpérience à pouvoir gouverner, à être dans l'exercice de l'État, qui a fait qu'ils ont perdu. Mais globalement, je dirais, le premier élément, c'est le fait qu'on Mohamed VI, qui est un juriste, et qui est un juriste d'une école que vous connaissez tous bien, puisque ses maîtres ont été Jean-René Dupuy et de l'Académie de Bordeaux. Il a respecté la Constitution à la lettre parce qu'il estime en avoir fait le serment le jour où le Maroc a décidé de faire une transition douce pendant le printemps arabe. Donc peut-être que le roi du Maroc estimait qu'il avait une dette à l'endroit de la communauté nationale, mais le fait d'avoir respecté totalement la Constitution, d'avoir redistribué le pouvoir, a permis cette évolution favorable lors du printemps arabe. Alors il y a une chose qui est tout à fait intéressante, qui est aussi en partie un choix qui a été opéré par Mohamed VI, c'est le fait, et Abdelmalek Alaoui le démontre bien dans le livre, ou l'explique bien dans le livre, qu'aujourd'hui le Maroc est un État pivot. Est un État pivot entre l'Occident et l'Orient, et que le choix qui a été fait aussi par le monarque, c'est de tourner beaucoup le Maroc vers l'Afrique et l'Afrique subsaharienne, ce qui fait de ce pays d'ailleurs aujourd'hui, et alors tout à l'heure dans l'introduction Abdelmalek disait que d'une certaine façon le Maroc a cru sur la décroissance de la France. S'il y a bien un endroit où c'est le cas, notamment d'ailleurs sur le front bancaire je crois, parce qu'il n'y a plus une seule banque française en Afrique, ils sont en train de partir, justement c'est les Marocains souvent qui les ont remplacés. Enfin bon, ça c'est pour l'illustration, mais enfin en général, il y a eu un choix qui a été fait et qui me paraît un choix intéressant de tourner le Maroc vers l'Afrique subsaharienne, avec un codicile qui m'a passionné, alors là que je ignorais complètement. Il faut que vous sachiez que s'il y a un endroit au monde, une région au monde, où il y a le moins d'échanges entre des pays réputés frères, eh bien c'est au Maghreb, c'est-à-dire qu'entre la Tunisie, l'Algérie et le Maroc, entre ces trois pays, il se passe, bon j'exagère aussi, mais quasiment rien sur le plan commercial.
C'est hallucinant. Tant les haines, recuites ou je ne sais, animent ces trois pays. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi l'état pivot et surtout le choix de l'Afrique. Mais je pense que les deux dynamiques sont liées. Parce que si vous prenez les économies marocaines et l'économie algérienne, si je mets 2 secondes ma casquette d'économiste, et si on doit utiliser du jargon d'économiste, ce sont des complémentarités rêvées. Vous avez un pays qui produit de l'engrais, des fertilisants, du phosphate, mais qui n'a pas d'énergie. Vous avez un pays qui ne produit pas d'engrais, qui a une vocation agricole, et qui produit de l'énergie. Donc la première chose, si ces deux pays s'entendent bien, c'est de dire on va mettre en commun le gaz algérien avec le phosphate marocain. Vous avez des savoir-faire dans les services et dans un certain nombre de secteurs, l'habitat social, l'agriculture, qui sont des savoirs dans lesquels le Maroc est très avancé. Le Maroc arrive à faire des logements sociaux pour moins de 17 000 euros. Pour vous donner l'idée, 17 000 euros, vous avez 50 mètres carrés avec 2 chambres au Maroc. Donc c'est quelque chose qui a transformé. Et en Algérie, vous avez un déficit en logements sociaux qui est à peu près celui du Maroc dans les années 80. Il y a en Algérie, et vraiment dans l'ouvrage j'ai essayé de garder toute la mesure parce que c'est très facile, si vous voulez, de surfer sur la vague, de dire tout est acheté en Algérie. Il y a une vraie industrie pétrochimique, il y a une vraie industrie du fer, il y a une vraie industrie de l'acier, dans lesquelles le Maroc ne sait pas faire grand-chose. Mais la géopolitique et l'inimitié étant ce qu'elles sont, ces deux pays n'ont jamais pu travailler ensemble. Même les routes ne sont pas connectées. Et pourtant, il y a au démarrage une dette fraternelle, rappelons-le, les bases arrières du FLN étaient au Maroc, les patrons du MALG, qui était le service de renseignement de l'armée secrète du FLN, étaient tous installés au Maroc, dont Ladi Boussouf. Tous ces gens-là ont fréquenté les mouvements de libération marocains. Il y a eu à un moment une grande fracture, qui est une fracture idéologique. Le roi Mohamed V a refusé de négocier avec la France le tracé des frontières, attendant que l'Algérie recouvre sa souveraineté. Après, il faut convoquer, je pense, la psychologie, la psychanalyse, beaucoup d'autres disciplines pour comprendre pourquoi est-ce que le Maroc et l'Algérie entretiennent cette inimitié qui est le résultante de la guerre froide depuis plus de 50 ans. Je ne dirais pas que le Maroc est totalement exempt d'avoir fait des erreurs. Nous ne sommes pas particulièrement connus pour notre modestie. Et il nous est arrivé parfois en tant que Marocains d'être arrogants avec l'Algérie. Je pense que ça a été un des facteurs importants dans un pays qui vit avec une blessure très très profonde, qui est multidimensionnelle. Qui est une blessure d'abord mémorielle et culturelle. Mais donc je dirais pourquoi c'est lié, parce que le seul endroit où vous pouvez vous projeter, c'est vers le sud. Vous ne pouvez pas vous projeter vers les axes simples qui seraient vers l'est, c'est que vous devez vous projeter vers le sud. Ensuite, il vous manque l'opportunité. L'opportunité, c'est la crise financière de 2008. Qu'est-ce qui se passe lors de la crise financière de 2008 ? Votre principal marché, qui est l'Europe, devient un marché atone. Il est à 0,4-0,5% de croissance. Et cette opportunité, elle est doublée par une vision, c'est là où on parlait de relations bilatérales, où la plupart des banques et des grandes assurances françaises disent nous, on doit déjà gérer les accords de Bâle II, qui sont les accords prudentiels avec lesquels sont gérées les banques en Europe. Il faut qu'on rajoute une couche de complexité pour continuer à opérer en Afrique. Et puis, ces marchés-là sont trop petits. Pourquoi est-ce que je vais conserver une présence au Togo où il y a 6 millions d'habitants? Pourquoi je vais rester au Bénin où il y a 4 millions d'habitants? Ça me coûte cher, il faut que j'envoie les expatriés. Et donc en réalité, les Français, personne ne les a forcés. Hein. Ils ont vendu ça au plus offrant et les Marocains ont pris un risque très important en venant acquérir ces banques. Parce que ce sont des banques qui étaient garanties, d'abord qui étaient en zone franc CFA, donc elles avaient quand même une garantie de la Banque centrale française. Elles étaient garanties par le haut de bilan de banques systémiques infiniment plus grandes que les banques marocaines. Et donc là, avec le recul, 18 ans plus tard, de dire finalement c'était très simple, non, c'était pas simple. Réunir les garanties, réunir le financement, et puis choisir son corps de doctrine, débrancher toutes ces banques, juste débrancher toutes les banques
du système SWIFT nécessite une courbe d'expérience pour une banque qui est primo-entrante sur ce marché-là, qui est une courbe d'expérience que Société Générale, BNP Paribas, elle a depuis très longtemps. Et donc, il y a cette arrivée par les services où les Marocains vont augmenter les ratios vont baisser les ratios prudentiels. Beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne n'arrivent pas à accéder au crédit parce que parfois la décision elle est prise de Paris, mais elle est prise selon quels critères? Elle est prise selon l'exposition globale de la banque. Donc si Société Générale a un problème en Colombie, vous avez le Togo qui est affecté également de manière totalement arbitraire. Or le Maroc va créer un risk rating et un credit rating pour les pays d'Afrique subsaharienne dans lesquels il va opérer, qui va être unique et qui ne va pas être consubstantiel au risque de crédit qu'il a à Rabat. Deux, très peu d'expatriés. Ça va d'abord être des subsahariens qui vont être à la tête de leurs propres institutions. Trois, pas de rebranding. Maroc Télécom, lorsqu'elle récupère tous ces pays, garde les identités de chaque opérateur. Donc vous restez Malitel. Vous ne devenez pas Maroc Télécom Mali. Et donc, il y a des éléments qui sont des éléments psychologiques très importants qui expliquent cette trajectoire marocaine, également dans l'assurance. Et puis, il y a à ce moment-là aussi un peu de chance, parce que l'Afrique devient la nouvelle frontière, de plus en plus de gens s'intéressent aux terres rares, les pays obtiennent des financements de meilleure qualité, et donc il y a de la croissance, et il y a de la croissance par comparaison avec une zone Europe qui est totalement atone. Et puis, pour couronner le tout, il y a la manière. Et je le raconte dans l'ouvrage, le roi du Maroc, lorsqu'il se rend dans des pays d'Afrique subsaharienne, même des tout petits pays qui n'ont pas d'importance économique, la moyenne de son séjour, c'est 3 semaines. Alors, lorsque vous restez 3 semaines dans un pays, ben, vous connaissez les gens, les hommes d'affaires se rencontrent, le secteur privé s'organise, et donc peu à peu, on voit une espèce de sédimentation. Avant, on avait l'avion de Sa Majesté, avec les conseillers de Sa Majesté, les membres du gouvernement, et puis des gens qui signent des conventions. Puis petit à petit, le patronat, il dit, ben, nous aussi, on va louer un avion. Et on va suivre l'avion du souverain pour venir en délégation. Et donc, on a 100 patrons, 150, 200, puis 300, puis 400 patrons. Dernier voyage au Rwanda, c'est 2 avions. Pourquoi ? Parce que vous avez la force de traction de votre chef de l'État, qui est là, qui est présent, qui a l'oreille des autorités locales, et que vous êtes présent sur les opportunités. Donc, vous savez, le business, finalement, ça ne se fait pas sur l'intelligence artificielle. Il faut que les gens se rencontrent et il faut qu'ils puissent travailler ensemble. Et autour de tous ces éléments-là, il y a cette conviction, effectivement, que l'Afrique n'est pas à dominer. Et que le Maroc va garder cette vocation d'être médiateur et de ne pas être dans l'ingérence. Et ça vous donne l'acmé de cette trajectoire, où c'est le Maroc qui, en décembre 2024, permet la libération des otages de la DGSE, parce que la France ne parle plus au Burkina Faso à ce moment-là. Alors, certains l'appellent la réelle politique, ou de la politique un peu cynique, mais la réalité, c'est qu'est-ce qui maximise vos intérêts dans la stratégie? C'est de parler à tout le monde, ou de décider de ne pas parler à certains parce qu'ils ne font pas partie de vos amis historiques. La position du Maroc, c'est qu'il faut travailler avec tout le monde et ne pas avoir de jugement à l'endroit de pays qui sont très souvent en transition. Alors, avant de passer la parole au public, j'ai une dernière question. J'en aurais plein, mais je ne peux pas monopoliser la parole quand même. Une dernière question, alors qui est évoquée, qui n'est pas du tout occultée dans le livre, hein, attention, qui fait l'objet d'ailleurs, tu y reviens à la fin, c'est que le Maroc souffre, et je crois que tu l'as dit encore dans une interview il n'y a pas très longtemps à Radio France Internationale, souffre d'une fracture sociale qui est importante. Même leur roi en parle d'ailleurs, hein, il ne l'occulte absolument pas, alors je vais faire très vite aussi, on est toujours dans la caricature quand on pose des questions, mais une élite qui est une super élite, complètement
dans le monde de demain, et puis eh bien une part de la population qui reste dans la tradition. Alors les traditions sont pas mauvaises, hein, c'est pas mais dans la pauvreté, dans un monde qui n'est pas celui de la mondialisation, pour faire vite, quoi. Comment on fait? Alors, je ferai quand même une petite précision, parce que ce Maroc des franges et ce Maroc qui n'appartient pas à la mondialisation, je ne dirais pas que c'est un Maroc qui est resté dans les traditions. C'est un Maroc qui a été en perte d'opportunité. Parce que ce fameux Maroc qui reste dans la tradition, ça renvoie pour moi un peu au discours de Dakar, à ceux qui refuseraient la modernité. Le Maroc n'est pas rentré dans l'histoire. Le Maroc est entré dans l'histoire, et cette marche forcée vers la croissance, et notamment tirée par l'investissement public, elle a laissé plein de gens sur le bord du chemin. Elle a créé une nouvelle classe de super riches. Le Maroc n'avait aucun milliardaire dans le classement Forbes en 2010, il en a, je crois, une bonne dizaine aujourd'hui. Mais pourquoi? Parce que celui qui a l'information, celui qui a les connexions, celui qui a la capacité d'arbitrage, celui qui a la capacité d'accès au capital, eh ben, il ne fait pas des multiples de 2, il fait des multiples de 50. Et donc, il accède à des niveaux de richesse très importants. Et dans le cas du Maroc, vous savez, cette fameuse théorie du ruissellement, qui est souvent évoquée ici par le président Macron, eh ben, elle ne fonctionne pas. Elle n'a pas fonctionné en France, elle ne fonctionne pas ailleurs. Parce que lorsque vous accédez à la super richesse, votre première tentation, c'est pas de dire je vais me réveiller je vais me réveiller demain et je vais commencer à redistribuer. Donc la réalité, c'est qu'il y a eu de très grands gagnants. Il y a eu le niveau général des classes moyennes s'est beaucoup hissé, les classes moyennes se sont élargies, mais le sentiment de déclassement est beaucoup plus fort parce que vous êtes dans un standard qui a totalement changé. Comment est-ce que vous pouvez accepter de ne pas avoir accès à l'éducation, au savoir, au capital, à l'opportunité, à trouver un emploi, lorsque il vous suffit de vous rendre de l'ancien Maroc minier de l'oriental pour aller à Casablanca et pour voir un pays qui a complètement décollé. Et donc ça devient insupportable. Ça devient insupportable pour ceux de nos concitoyens qui n'ont pas cet accès-là. Ça devient insupportable parce que les écarts continuent de s'accroître et l'indice de Gini continue à se dégrader. Mais si vous regardez la totalité, si vous regardez la parité de pouvoir d'achat du PIB, on est autour de 11 500 $ corrigés avec l'inflation et 5 500 en chiffres bruts. C'est-à-dire que le pouvoir d'achat par habitant a triplé en 25 ans. Mais évidemment, c'est totalement insatisfaisant lorsqu'on dit ça aux jeunes Marocains des franges, des zones minières, du Maroc oublié, de certaines provinces du Sud, qui lui aspirent à avoir cette partie. Et ça crée ces fameuses failles et ces ruptures dont je parle dans l'ouvrage, parce que moi j'y vois 2 ou 3 dangers que vous connaissez bien en Occident. D'abord, le premier danger est celui de la polarisation. Et je peux en parler à titre personnel, puisqu'il y a 7-8 mois, je donnais une conférence où je parlais de la question de comment est-ce qu'on va gérer l'immigration subsaharienne au Maroc. Le Maroc n'est plus un pays de passage, c'est désormais un pays de fixation de la migration subsaharienne. Et les migrants subsahariens, ils occupent quoi comme emploi aujourd'hui au Maroc? Eh bien, ils s'occupent de nos aînés, de nos enfants et des métiers à forte pénibilité. Je ne sais pas si ça vous rappelle un schéma, mais c'est un schéma que vous avez bien connu. Aujourd'hui, on a de la croissance. Donc il y a suffisamment d'emplois, et même, je dirais, dans certains domaines, il n'y en a pas assez. Mais demain, s'il y a de la décroissance, quel va être le premier réflexe du Marocain qui correspond à cet étage-là de rémunération? C'est de dire c'est la faute des étrangers. Et quand je vous parle du risque de polarisation, lorsque j'ai simplement posé cette question en disant est-ce que nous avons défini une doctrine? Est-ce qu'on veut être intégrationniste? Est-ce qu'on veut être assimilationniste? Comment est-ce qu'on gère des immigrés qui n'ont pas la même religion que nous, qui n'ont pas la même foi, alors que nous sommes un pays qui, par sa constitution, est un pays musulman? Comment est-ce qu'on gère aujourd'hui les églises qui sont pleines? Eh bien, j'ai découvert que, même au Maroc, on a des mouvements extrémistes qui se développent. Et j'ai découvert un mouvement, je ne le citerai pas parce que ce serait lui faire trop d'honneur ici,
qui m'a attaqué pendant 3-4 jours en disant, voyez, il est intégrationniste, etc. Donc le fait que notre pays, on commence à avoir des discours politiques qui se développent sur est-ce que l'immigration c'est bien, est-ce que l'immigration c'est pas bien, c'est aussi un des corollaires de ce changement de statut et de ce changement de puissance. Alors même que nous confions nos populations les plus précieuses et les plus essentielles à ces mêmes migrants, puisqu'on leur donne aujourd'hui nos aînés à gérer et nos enfants, et nos intérieurs, et également les travaux les plus importants. Et donc oui, il y a des failles, il y a des problèmes auxquels nous sommes confrontés qui sont les mêmes que ceux de tout le monde. Comment est-ce qu'on va, quand on est un pays de service, comment est-ce qu'on va intégrer les jeunes dans des emplois alors que énormément d'emplois sont détruits à la fois par la 4e révolution industrielle, donc par les robots, et également par l'intelligence artificielle. Est-ce que la formation que nous leur donnons aujourd'hui, est-ce que finalement c'est pas une usine à chômeurs, puisque demain ils auront accès à tout ce savoir-là de manière totalement mécanique avec les nouveaux outils? Comment est-ce qu'on continue à consolider l'État social? Au Maroc, nous avons depuis 3 ans les aides sociales directes, et on découvre de toutes nouvelles problématiques de développement. On a les aides sociales directes qui est l'équivalent de votre RSA. Donc qui sont données à des gens sans condition de travail lorsqu'ils ne réunissent pas les... Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous n'avez plus de Marocains qui veulent aller travailler dans les campagnes et qui font un arbitrage entre ce revenu de solidarité qui est le plus faible, qui leur permet de remplir la pyramide de Maslow, et est-ce que je dois aller me lever à 5 heures du matin pour aller travailler pour cultiver des framboises pour des marchés européens? Et donc on va avoir tout un ensemble de problèmes, je ne les qualifierai pas encore de problèmes de riches, mais de problèmes de classe moyenne. Et tous ces problèmes-là sont des problèmes qui sont en face de nous, qui nous attendent, que nous devons gérer. On a un taux de chômage de 25 à 30% pour les moins de 25 ans. Et la grande difficulté, je le conçois bien, c'est qu'il n'y a pas de réponse pragmatique à ces problèmes urgents. La seule solution, c'est de pouvoir atteindre 7, 8, 9% de croissance. Or, l'expérience récente nous a montré qu'on a une espèce de plafond de verre à 6% et qu'on a la difficulté à pouvoir aligner notre stratégie qui est souvent très volontariste, qui est la vision du roi, qui est souvent novatrice sur les industries de rupture, sur le renouvelable, et puis sur notre capacité d'exécution et pouvoir l'aligner parce que nous venons d'une tradition où on aime bien la planification, les comités théodules, les réunions de gens qui s'entendent parler et qui sont des experts mais qui ne sont pas dans l'action. Et donc, le prochain passage pour moi, c'est comme ils le disent dans la Silicon Valley, c'est quand on aura un exécutif qui pourra faire du better done than perfect, mieux fait, plutôt que de passer du temps à réfléchir sur ce qu'on va faire et qu'on ait finalement un devoir d'expérimentation et aussi un droit à l'erreur avec des mécanismes de rattrapage avant que les erreurs ne deviennent trop béantes. Voilà l'essentiel de ce que je pouvais dire sur les défis futurs. Merci beaucoup. Alors, peut-être y a-t-il des questions dans la salle? Auquel cas, merci. Oui. Monsieur le secrétaire. Ah ben, il y a foule de questions. On va peut-être commencer avec vous, monsieur le perpétuel. Je voulais d'abord remercier monsieur Alaoui pour cet exposé remarquable, stimulant, qui ne cesse de nous poser des questions à chaque instant. Et en fait, la question que je voudrais vous poser s'adresse à l'économiste. En vous écoutant, j'ai l'impression qu'en fait, le Maroc n'est pas un modèle original, mais on retrouve à travers l'expérience que vous avez exposée les défis qu'ont rencontrés les pays d'Asie, notamment d'Asie du Sud-Est et précédemment d'Asie orientale, dans la voie du développement. Ces questions que vous évoquez, on les retrouve parfaitement. Je me posais à propos de votre intervention, d'abord, la question de savoir si on peut considérer l'État marocain comme un État développeur, c'est-à-dire avec une politique de planification, une stratégie à long terme, disons. Voilà. Deuxième question qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est de savoir si il y a à côté de l'État développeur un capitalisme marocain qui est
susceptible de se développer de manière endogène et de s'intégrer indépendamment de l'État dans l'économie internationale. Ça m'amène à une troisième question qui me paraît être peut-être une des spécificités du Maroc, c'est une grande sensibilité à la question de l'intégration internationale et à la captation des chaînes de valeur. Alors, j'aimerais que vous puissiez m'éclairer là-dessus. D'où est-ce que ça vient, en fait? Est-ce que ce sont les administrations, la bureaucratie, ou est-ce qu'il y a des entrepreneurs privés qui ont également ce projet de porter le développement? Une autre question qui me vient à l'esprit aussi, dans les succès des pays d'Asie orientale, hein, pour se sortir du sous-développement, il y a un investissement massif dans le capital humain. Dans quelle mesure est-ce que le Maroc est sensible à cette question de l'enjeu du capital humain et de l'investissement dans l'éducation? Alors, j'ai une petite expérience du Maroc dans le domaine des sciences de gestion, où je sais qu'aujourd'hui, les échanges entre les universités françaises et les grandes écoles marocaines sont très forts. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui se passe au Maroc dans ce domaine. Et puis, il y a une dernière question que je voudrais évoquer avec vous, qui est la question des transferts de technologie. Est-ce que le Maroc est un pays qui est en mesure non seulement d'acquérir la technologie étrangère, mais de la rendre endogène, pour arriver en fait à rendre soutenable dans le long terme son modèle de développement? Bon, ça fait déjà une bonne série de questions. Alors, avant de passer aux autres. Merci, monsieur le secrétaire perpétuel. Si j'avais des réponses satisfaisantes à ce quadriptyque, ça pourrait presque faire un programme pour les futures législatives en septembre prochain. N'ayant pas cette ambition, je me permettrai de vous répondre juste sur les éléments concrets qui sont à ma disposition. Sur la question de ce qu'on appelle le piège des économies intermédiaires qu'ont réussi à déjouer, je pense que vous aviez en tête Singapour, un certain nombre de pays. Alors, je vais peut-être vous étonner, être un peu contre-intuitif. Je pense qu'un des drames que nous avons eu au Maroc en matière de conception de stratégie, c'est qu'on a trop benchmarké ces économies du sud-est asiatique. Si ce n'est encore une fois avec l'intelligence artificielle, il est impossible de dupliquer Lee Kuan Yew. Et vous ne pouvez pas dupliquer la position géographique de Singapour, ni sa position dans les chaînes de valeur asiatiques. On ne peut pas dupliquer le confucianisme. Et on ne peut pas dupliquer une certaine disposition d'esprit de population qui sont très différentes de celles que nous avons en Afrique du Nord et notamment au Maroc. Et je pense que très souvent, dans le secret des cabinets ministériels de la très haute administration, il y a eu des erreurs dans la conception d'un certain nombre de plans parce qu'on s'est trop appuyé sur des benchmarks internationaux qui ne nous correspondaient pas. Donc moi, je plaide beaucoup plus pour qu'on ait quelque chose qui soit adapté aux réalités marocaines, qui prennent en compte les substrats sociologiques territoriaux que nous avons au Maroc et nos spécificités. C'est ce qu'est en train de faire le pays. Et à partir de là, la deuxième illustration, lorsque vous parliez de la capacité à pouvoir se projeter sur des temps longs et d'un État stratège, j'aime pas les approches schématiques où vous répondez par l'anecdote, mais il y a une anecdote que partage Sa Majesté Mohamed VI avec le maréchal Lyautey. Je pense qu'il a été taquin parce qu'il avait lu cette partie sur le maréchal Lyautey. Il y a son jardinier qui était venu le voir en lui disant « on va planter des cyprès dans la résidence, mais il faut au moins 100 ans ». Il dit bah, « il faut démarrer tout de suite ». La même discussion a eu lieu en 2002 avec un grand cabinet de conseil anglo-saxon dont le nom commence par M et se termine par Y, qui sont venus faire une grande présentation à Sa Majesté sur le port de Tangemed, disant Majesté, on a fait tous les calculs, le port va être rentable en 2024. Et encore, on n'est pas sûr parce qu'il y a la concurrence d'Algeciras. À l'époque, les Espagnols ont trouvé un... comment dire
soutenu fortement la recherche pour le risque environnemental que constituerait le port de Tanger-Med pour la crevette rose méditerranéenne. Et donc il y a eu une très grosse attaque pour empêcher que le port de Tanger ne se fasse à l'époque. Et la réponse de Sa Majesté le Roi a dit, bon, si c'est rentable en 2024, il s'est tourné vers son conseiller Abdelaziz Mziam le Frère en lui disant, ben, on devait inaugurer en septembre, vous vous arrangez pour qu'on le fasse en juillet, parce qu'il y a le patron de Maersk qui doit venir au Maroc en juillet, et je veux qu'il soit sur site lors de l'inauguration. Il dit, mais nous n'avons aucun accord avec Maersk. Il dit, c'est pas grave, on va prendre la photo, et on sera avec lui, et ça donnera le signal de la volonté que nous avons. Donc oui, mais disons, la stratégie longue, elle ne se construit pas au gouvernement. Elle se construit d'abord au sein de l'institution monarchique et du palais. Lorsqu'en 2010, le Maroc décide qu'il va basculer vers les énergies renouvelables et faire la plus grande station solaire au monde à Nour, Ouarzazate, c'est une décision qui, sur les plans financiers ou économiques, beaucoup de juniors de banque d'affaires vous diront qu'elle n'a pas vraiment de sens. L'histoire a prouvé qu'il y a une vraie réalité. Et donc il y a une supériorité, je dirais, en matière de prévision, en matière de planification, du fait que le mandat de notre principal dirigeant, il est biologique. Et donc, il est en quelque sorte obligé de bien ranger la maison pour pouvoir la transmettre. Après, le chemin pour y arriver, quelles sont les compétences qui sont dévolues à l'exécutif? Comment faire vivre ces grandes orientations qui sont voulues par le sommet de l'État, où le leader, le chef d'État est à la fois leader spirituel et temporel? Évidemment, ça peut se discuter, il faut que ça se discute, il faut que les forces vives de la nation fassent débat là-dessus. Donc oui, il y a un État stratège et planificateur, et il y a parfois un État stratège et planificateur qui se plante. Et quand je parlais tout à l'heure du devoir d'expérimentation et du droit à l'erreur, il y a quelques années, vous savez, il y a ces lubies portées par les institutions multilatérales que sont la Banque mondiale et le FMI, donc tous les 2-3 ans, c'est quelque chose. C'était l'hydrogène vert il y a 3 ans. Maintenant, chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, il démarre la conversation par l'IA, mais il y a 3 ans, chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, il vous parlait d'hydrogène vert. Et qui connaît quelqu'un qui a vu le loup, qui a investi dans l'hydrogène vert, et ça marche très bien, etc. Et c'est formidable, et si tu as un peu d'épargne, fais-moi un chèque. Donc, le Maroc n'a pas été exempt de faire des erreurs sur des technologies de rupture qui n'ont pas fonctionné. On l'a fait sur les salles blanches pour faire des nanotechnologies en 2016. Ça a engouffré 50 millions de dollars du budget public. Ça s'est terminé par la création d'une agence gouvernementale avec des fonctionnaires, des voitures de service, des drapeaux, des flonflons, et on a perdu 50 millions de dollars dessus. Mais à la rigueur, c'est pas très grave, parce qu'on l'a arrêté à temps. Ce qui est dangereux, c'est de persister dans l'erreur. Et là aussi, le coupe-fil, généralement, c'est pas l'exécutif, c'est plutôt la monarchie qui est en capacité de dire, écoutez, on a fait le grand bazar sur ce domaine-là, on va arrêter les frais tout de suite parce que les ressources ne sont pas des ressources qui sont extensibles. Sur l'exposition internationale, le secteur privé marocain, c'est lui qui s'est développé en Afrique subsaharienne, et à peu près à 50-50 avec les grandes entreprises publiques à capitaux privés. Je pourrais vous en donner 1 ou 2 exemples qui sont particulièrement intéressants vu qu'on est à Paris. Depuis 2024, on a une boîte du CAC 40 dont le conseil d'administration est présidé par un Marocain, par Moulay Hafid El Alami, qui est le président du groupe Saham, qui s'était développé dans les assurances, qui l'a revendu, et il n'est pas venu investir dans un groupe africain cette fois-ci, mais il est venu investir dans ce groupe technologique qui est le groupe Téléperformance, qui est une boîte française. Quant au capital humain, vous touchez évidemment au point le plus essentiel, et s'il y a des éléments de benchmark qu'on peut tirer évidemment de l'Asie du Sud-Est, c'est cette capacité à pouvoir former, à pouvoir massifier. Nous avons au Maroc une très bonne expérience en matière de formation d'élite. On est moins bon dans la massification. Ce défi de devoir gérer des millions et des millions de jeunes Marocains et de pouvoir leur apporter une connaissance, un savoir, une formation qui soit au meilleur standard pour qu'ils puissent prétendre à l'employabilité, c'est un défi sur lequel nous avons échoué. Alors, c'est pour ça que moi, je suis toujours très dubitatif quand je vois les 40 Marocains issus des différents LIDEX qui rentrent à Polytechnique, parce que je me dis, moi, je préférais qu'on dise qu'ils sont rentrés dans une grande école marocaine et qui sont... Parce que le taux de retour sur ces jeunes, finalement, qui ont été formés dans des lycées d'excellence au Maroc et dans des niches, c'est un taux de retour extrêmement faible. Vous n'allez pas en avoir beaucoup qui vont revenir.
Donc en réalité, c'est aussi de la subvention à la fuite des cerveaux. Et il faut que là-dessus, avec nos partenaires européens, on ait un discours de vérité. Parce que lorsque vous avez, et de manière encore une fois très symbolique, si vous allez un peu plus loin à la Défense, vous avez un étage qu'ils appellent l'étage marocain chez Orange. Et beaucoup de dirigeants d'Orange, ils disent ça et ils pensent qu'ils nous disent un truc sympa. Mais en fait, c'est pas un truc qui nous fait plaisir. Parce que, en réalité, ce sont des ingénieurs qui ont été formés dans des écoles d'ingénieurs marocaines. On en produit 10 000 par an. Vous en avez 4 à 5 000 qui partent. Et ils partent pas parce qu'il y a des études très sérieuses là-dessus. Ils partent pas parce qu'ils vont avoir plus de mètres carrés. La plupart d'entre eux, leur salaire d'entrée, lorsqu'ils vont être ingénieurs dans un grand groupe français, est un salaire d'entrée qui ne va pas dépasser les 2 500 ou 3 000 euros. Ils vont vivre probablement très loin de Paris. Ils vont devoir commuter. Et s'ils sont au Maroc, même avec un salaire d'entrée qui est la moitié de celui-là, ils auront environ 40% de mètres carrés en plus de là où ils vivent. Et en réalité, et vous avez tout à fait raison de pointer ça, l'étude la plus sérieuse qui a été menée en 2023 sur le couple formation-employabilité montre que c'est la défiance envers les entreprises marocaines qui pousse une partie de ces ingénieurs à quitter le Maroc. Donc ce n'est pas uniquement de la cannibalisation, de la fuite des cerveaux, c'est aussi parce que la structure de notre capitalisme, elle fait que la plupart des entreprises marocaines sont des grandes PME familiales, à capital familial, et donc les leaders de ces entreprises, ils forment une espèce de plafond de verre qui empêche ceux qui veulent se projeter sur des carrières longues au sein d'une entreprise, et que nos entreprises encore au Maroc souffrent encore de maux que l'on connaît beaucoup dans les économies intermédiaires comme au Brésil, souffrent encore du népotisme, souffrent encore du clientélisme, souffrent des connexions. Mais je vais vous dire, c'est pas très différent dans beaucoup de pays. Vous arrivez jeune diplômé de HEC en France, bah, si votre père est militant au Parti communiste ou s'il est cadre chez BNP, je pense que vous aurez quand même une trajectoire qui sera différente parce qu'il y a les réseaux, parce qu'il y a les connexions. Il faut se dire les choses réellement. Au Maroc, c'est exacerbé. C'est exacerbé et ça pose donc de très gros défis. Et je terminerai sur ce propos parce que c'est vraiment un propos très important que je partage et depuis que je fais la promotion du livre. Je ne voudrais pas que notre pays se mette à la recherche de l'égalitarisme à tout prix. Au Maroc, on n'a pas un problème d'égalité, on a un problème d'équité. On a un problème d'équité et de rattrapage entre les territoires. Parce que le jeune qui est né dans un milieu favorisé, dans un milieu qui a eu accès au capital, à la connaissance, il a exactement les mêmes droits que le jeune qui est issu d'une région très défavorisée. La seule différence, c'est que l'égalité, il ne peut pas la manger. Il ne peut pas se nourrir avec. Et donc, c'est des mécanismes de réinvention de l'équité, des mécanismes, n'ayons pas peur du mot, de discrimination positive, voire de quotas, que les futurs gouvernements doivent examiner désormais pour pouvoir organiser ce rattrapage-là, parce qu'ils doivent attaquer le cœur du système, qui est évidemment le clientélisme. Voilà. Monsieur, à côté de vous. Merci beaucoup de me donner la parole. Moi, je bois du petit lait. Je pense que si le maréchal Lyoté était présent aujourd'hui, ça lui ferait un immense plaisir de voir comment le Maroc évolue. Ça, c'était mon préliminaire. Je vais régulièrement au Maroc. Quand je vais au Maroc, j'appelle ça la marocothérapie. Donc, à chaque fois, je vois, on a beau dire qu'il y a un problème avec l'éducation, avec la santé, ça évolue dans le bon sens. Moi, j'ai une question, parce qu'on est ici à l'Académie des sciences d'outre-mer, qui a commencé par être l'Académie des sciences coloniales, dont d'ailleurs un des membres fondateurs a été le maréchal Lyoté. Mais au Maroc, il y a depuis qu'un certain Sidi Mohamed Ben Youssef, devenu Sa Majesté Mohamed V, il a créé, finalement, l'Académie du Royaume et le Collège Royal. Le Collège Royal, c'est pas rien. Il se trouve d'ailleurs que l'Académie du Royaume est dirigée par le professeur Abdeljalil Lajomri, et qui est, comme par hasard, aussi le directeur, je crois depuis pas mal de temps, du Collège Royal. Donc, ici passe beaucoup de choses. J'ai le privilège d'aller régulièrement à ces séances, qui sont toujours remarquables.
qui au départ était une petite équipe. Hein. Je viens de terminer un bouquin sur Kessel et Druon. Je pense qu'à l'époque, c'est Sa Majesté Hassan II, aidé aussi un petit peu par Maurice Druon qui ont créé l'Académie. Donc cette Académie, elle est active, elle est vraiment un des vecteurs, je dirais, d'échange au Maroc. Il y a aussi d'autres institutions comme... d'ailleurs, il y a un département d'histoire dans cette académie, hein, l'Institut pour la recherche pour l'histoire du Maroc. Et puis, il y a aussi, on parlait de planification, l'Institut de recherche d'études stratégiques, dirigé par Taoufik Mouline, qui a toute cette... quand on parle de planification à long terme, vous avez les instruments. Donc, moi, mon souci, c'était de savoir comment évolue l'académie, je pense que ça serait bien qu'il y ait un certain nombre de liens entre nos deux académies, même si elles ont des profils assez différents. Donc, c'est une question. Mais l'essentiel de mon propos, c'était de dire, j'ai hâte de lire votre livre, parce que, encore une fois, il est écrit par un Marocain. Moi, un de mes rêves, c'est qu'il y ait 2 ou 3 historiens marocains de bonne qualité qui écrivent un livre sur Lyautey. Parce que j'en ai repéré un certain nombre. Peut-être qu'ils vont le faire. Voilà. Donc, ma question, c'était ça. Les rapports entre académies. On est dans un lieu prestigieux. L'Académie du Royaume en est un autre. Voilà. Donc, quels sont les rapports? C'est une question commentaire, je dirais. Alors, pour ce qui est de Lyautey, bien qu'une grande partie des Marocains, et notamment ceux d'élite, reconnaissent évidemment son action et le fait qu'il n'ait pas touché au cœur du système, ça reste quand même une figure qui est clivante au Maroc. Hein. Il y a encore, notamment sur l'action dite pacificatrice dans le Rif, il y a des cicatrices qui restent importantes à ce niveau-là. Mais je pense que nous, Marocains, comme nous avons un culte du romanesque, on retiendra surtout l'immense scandale qu'il y a eu en France lorsqu'il a demandé à être enterré à Rabat. Et je pense que c'est ça que nous retenons de son œuvre, cet attachement presque païen au Maroc et sa compréhension très fine du Maroc, mais c'était pas par ailleurs, il n'était pas particulièrement tendre lorsqu'il s'est agi de rétablir, on va dire, l'autorité et l'ordre dans les zones du Maroc périphérique. Et c'est cette même tension. Parce que si vous l'observez, ces zones qui déjà se rebellent en 1920 sont les mêmes zones avec le retard de développement le plus important en 2026. Et ce sont des zones qui n'ont pas de capital minier, qui sont souvent enclavées, qui ont une difficulté à pouvoir se projeter sur la mer. Et d'ailleurs, le changement de paradigme très important pour le Maroc, c'est que c'est un pays, une île, finalement, qui a toujours tourné le dos à la mer. Lorsque vous êtes dans les villes, et je pense que vous êtes natif de Rabat, Rabat tourne le dos à la mer. Ce qui est totalement contre-intuitif, parce que c'est une ville totalement balnéaire. Et la grande direction qui est prise maintenant par le Maroc, c'est de réouvrir la vocation atlantique du Maroc, après avoir ouvert sa vocation méditerranéenne. Et finalement, ce serait un juste retour des choses. Vous savez, le ministre des Affaires étrangères au Maroc, son premier titre, avant de s'appeler Wazir al-Kharijiyya, donc ministre des Affaires étrangères, c'était Wazir al-Bahr. C'était le ministre de la mer. Parce que le Maroc se construisait à travers ce commerce international et un petit peu les corsaires. Voilà un petit... Sur l'Académie, vous savez, c'est une création de feu Sa Majesté Hassan II, qui, lui, avait très bien compris comment pouvoir maintenir une colonne, on va dire, de conversation, même lorsque les dirigeants qui étaient à Matignon ou à l'Élysée ne lui convenaient pas tout à fait, c'est à travers les intellectuels. Et donc il avait une proximité avec Michel Jaubert, avec Maurice Druon, avec un certain nombre d'académiciens qu'il admirait. Mais sur les liens qu'il y a entre les deux académies, je pense que l'Académie du Royaume est en train de trouver sa propre identité. Et c'est une académie qui est à moitié composée de Marocains et à moitié composée de membres internationaux. Il y a quelques Français illustres
qui sont membres de l'Académie. Je citerai Elisabeth Guigou, mais également Hubert Védrine. Il y a un certain nombre de gens qui comprennent la relation et l'intensité et la complexité de la relation franco-marocaine qui sont membres de l'Académie. Mais il y a aussi des philosophes sénégalais, il y a aussi des internationaux. Et donc, nous, notre vocation, comme je vous l'ai dit, le Maroc, il n'est pas messianique, c'est d'être un passeur et de pouvoir continuer à occuper cette position de médiation sur des sujets qui sont des sujets globaux et qui ne sont pas juste des sujets marocains. Donc, je ne connais pas l'intensité des relations qu'ils ont avec l'Académie française. Je pense que nous avons des sujets très différents. Il n'y a pas de journée consacrée au dictionnaire, par exemple, dans l'Académie du Royaume. Mais il y a beaucoup de journées qui sont consacrées au soufisme, qui sont consacrées à l'islam du milieu, qui sont consacrées aux lignes de force sur lesquelles le Maroc peut être pertinent et peut apporter sa voix au chapitre. Est-ce que c'est vraiment le lieu de l'Académie du Royaume pour faire l'intelligence artificielle? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Monsieur. Oui, merci beaucoup. On va vous donner un micro. Le Mali, le Niger, qu'ils aient accepté la proposition très prometteuse du Maroc de se joindre à une sorte d'alliance atlantique et à la proposition que le Maroc soit le débouché de ces pays d'Afrique subsaharienne, et ce qui était a priori peut-être surprenant puisque ces pays rompaient avec la France et d'une certaine manière ils acceptaient la proposition d'un pays plutôt ancré dans le camp occidental. Et donc je voulais vous demander comment vous voyez à l'avenir, avec cette turbulence, peut-être même quelques interférences algériennes à la frontière du Mali et dans les problèmes du Mali, l'avenir de ces relations politiques entre le Maroc et les pays d'Afrique subsaharienne et la possibilité, effectivement, pour le Maroc de se présenter à eux comme un débouché atlantique qui les sorte peut-être d'une relation avec la France. Ma deuxième question tient à ce que vous avez dit tout à l'heure sur les 500 000 et les 40 millions. Moi, je suis originaire de Tunisie, on entend souvent dire la même chose sur les francophones, alors que moi j'ai plutôt tendance à penser qu'il y a une tunisianité. Alors, je voudrais vous demander, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'est l'identité marocaine pour la grande masse des Marocains? Comment le Marocain se perçoit? Est-ce que la marocanité, notamment l'attachement au roi, est assez forte pour aller contre d'autres identités? Et je prends un exemple pratique où cette question peut trouver application. C'est par exemple l'acceptation populaire des accords d'Abraham. Est-ce que le fait d'être marocain et d'être fier de la singularité de son pays est suffisamment fort pour contrebattre d'autres types d'attachements et de... Voilà. Et ma troisième question, c'est, je voudrais avoir, précisément, parce que j'ai évoqué la Tunisie, j'ai eu la chance d'être proche du président Garfort et avoir travaillé sur ses écrits sur l'indépendance du Maroc. Il s'est occupé aussi de l'indépendance de la Tunisie. Et la Tunisie et le Maroc avaient des stratégies similaires, peut-être même que la Tunisie avait quelques avantages, comme vous l'avez signalé, à cause de sa grande classe moyenne, sa population qui le portait plus au développement que le système féodal marocain jusqu'à une certaine période. Et en particulier, depuis la Révolution, on assiste à un décrochage économique total de la Tunisie, tandis que le Maroc, sous Mohamed VI, a connu un bond en avant remarquable. Et donc, je serais intéressé d'avoir le regard d'un Marocain sur le décrochage tunisien. Je vous remercie. Sur l'AES, ma lecture venant du Sud, sur les raisons qui ont conduit à rompre le lien entre les nouveaux dirigeants des pays de l'AES et la France. Pour moi, ils n'ont pas rompu avec la France. Ils ont rompu avec une certaine idée du double langage qui leur est devenue insupportable. Et je me référerai là à cette diplomatie du double standard qu'a théorisé Gérard Haro, qui veut qu'on condamne très fermement Cuba, le Togo et le Niger aux Nations Unies, mais qu'on se retire de la salle de vote lorsqu'on vient parler de l'Arabie Saoudite. Ces pays ont eu des situations extraordinaires post-Covid
dans lesquels les pays étaient en cessation de paiement. À un moment où la France, elle-même, traversait des turbulences politiques internes considérables, et où elle n'a pas pu être au rendez-vous pour pouvoir apporter des filets de sécurité à l'endroit de pays avec lesquels elle a des intérêts économiques massifs et importants, et des liens historiques importants. Et ne pouvant apporter ni l'aide militaire, ni l'aide matérielle, ni l'aide substantielle de ce moment-là, qui est entré dans le jeu? Des puissances qui sont opportunistes et qui, eux, se projettent sur des temps très longs. L'Empire de Russie, il se pense à 100 ans. Lorsqu'il envoie les milices, lorsqu'il donne du soutien alors que lui-même est sous tension, c'est parce qu'il est en train de défendre ce qu'il considère être ses intérêts existentiels dans la zone. Et donc il y a une rupture, qui est faite aussi de tous les procès en sorcellerie qui ont été faits sur la France-Afrique. Il y a tellement de procès en sorcellerie qui ont été faits à la France-Afrique que les gens, et beaucoup de Français, ont même peur maintenant de nouer des relations juste humaines avec les personnalités d'Afrique subsaharienne. Ils se disent, voilà, on va me soupçonner de revenir avec une mallette cachée dans une statue, vous voyez toutes les histoires rocambolesques qui sortent là-dessus. Mais la réalité, c'est que les relations internationales, elles ont besoin de relations interpersonnelles. La France a tellement désincarné ses relations interpersonnelles avec les pays d'Afrique de l'Ouest qu'elle se retrouve à un moment totalement dépourvue de liens. Je comprends qu'il y ait la pression, que les entreprises peuvent plus... Mais vos adversaires n'ont pas les mêmes contraintes. La Chine n'a pas les mêmes contraintes que la France. Alors, on ne peut pas avoir ce double langage qui consiste à dire on perd des parts de marché en Afrique, c'est embêtant quand même, etc. Mais vous n'envoyez plus personne. Même la rotation des ambassadeurs, parfois vous dites, mais un spécialiste du Haut-Karabakh dans telle zone... Alors évidemment, ça c'est selon le principe d'égalité. C'est-à-dire, il faut une vraie rotation, il faut que... Mais la réalité, c'est que vous êtes une grande puissance, 6e, 7e puissance mondiale, vous devez aussi servir vos intérêts qui sont vos intérêts vitaux les plus importants. Et ces intérêts vitaux les plus importants, ils se nourrissent aussi de relations personnelles, de capacité à pouvoir prendre des décisions transactionnelles lorsque ça se passe mal. Qu'est-ce qu'aurait représenté une intervention massive de la France auprès des pays de l'AES au moment où ils étaient dans le moment le plus compliqué pour eux? Si on devait le chiffrer, même faire de l'économiste de salon, 400 millions d'euros, 500 millions d'euros. La dette de la France, depuis que vous avez lancé le quoi qu'il en coûte, je crois qu'elle a augmenté de combien, Yves? Je parle sous ton 1000 milliards. Je veux dire, et c'est même pas, c'est juste du bon sens. Le fait que le Maroc, avec des moyens infiniment moins importants, soit venu prêter concours à un certain nombre de pays, c'est le Royaume du Maroc qui est venu régler le problème du début de mutinerie en Côte d'Ivoire de l'armée. On parle de 2022. Le pays qui a prêté 100 millions de dollars en Côte d'Ivoire en début 2022, alors que nous faisons 150 milliards de dollars de PIB. C'est le Royaume du Maroc. Donc, à un moment, vous savez, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Donc, si vous voulez avoir des partenaires, et si vous voulez travailler avec eux, il faut à un moment être pragmatique dans la résolution de conflits. C'est pour ça que je vous disais, et très sincèrement, je relisais récemment un certain nombre d'ouvrages qui étaient liés à Jacques Foccart, dans lequel j'avais toujours voulu voir cette espèce de... Mais la réalité, c'est qu'il avait des relations interpersonnelles avec un certain nombre de dirigeants et qu'il a formé une génération d'africanistes notamment, qui étaient en capacité de pouvoir gérer aussi le métaphysique. Donc, au nom de cette doctrine de vouloir couper absolument l'ancien système, il n'y a plus de système du tout. Donc, c'est un choix qui a été fait. Sur la question de la relation entre le Maroc et Israël. Moi, je vous invite à regarder une vidéo. C'est le jour de la signature, non pas des accords d'Abraham, parce que le Maroc n'est pas signataire des accords d'Abraham. C'est une confusion qui est souvent faite dans les médias. Le Maroc a repris des relations diplomatiques qui ont été arrêtées en 2002, lorsque Ariel Sharon s'est rendu près du mur, sur le mont du Temple. Et cette relation diplomatique,
elle est d'abord basée sur le fait que vous avez 600 000 citoyens israéliens qui sont des juifs marocains. Donc il y a une singularité marocaine vis-à-vis des juifs marocains qui sont également citoyens israéliens, qui s'est exprimée à travers la reprise des relations diplomatiques avec Israël et qui part toujours de ce même constat que vous ne pouvez pas faire la paix avec vos amis. Vous devez faire la paix avec vos adversaires. Et si vous abandonnez la table de négociation, eh bien, de toutes les manières, quelqu'un d'autre prendra la place et vous n'arriverez jamais à pouvoir faire avancer. Donc il y a cette singularité marocaine. Je le rappelle pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, le Royaume du Maroc est le seul pays musulman, arabe et africain à reconnaître dans sa constitution ses affluents hébraïques, à la faveur de la réforme de 2011. Donc il y a, je dirais, une singularité dans le vivre ensemble et dans la capacité. Et ça n'empêche pas l'intransigeance du Maroc sur ce qui définit sa politique à l'endroit du conflit israélo-palestinien. La première, c'est qu'il ne peut y avoir que la solution à 2 États, avec Jérusalem pour capitale pour l'État palestinien. Et la deuxième, c'est que le roi est également le président du comité Al-Quds, donc le président de Jérusalem, pour lequel tous les fonctionnaires marocains payent une partie de leur salaire tous les mois qui est prélevé pour Beit al-Mal al-Quds, qui est cette institution qui s'occupe du menaçant en ruine, qui organise les colonies de vacances pour les enfants palestiniens, qui organise un certain nombre d'initiatives. Et au plus fort des affrontements à Gaza, la seule aide humanitaire qui a pu être acheminée par voie terrestre est une aide humanitaire qui a été acheminée par le Maroc. Qu'il y ait au sein des sensibilités politiques marocaines une tentation d'instrumentaliser cette position qui est une position affirmée, assumée par le roi du Maroc, qui est, oui, nous avons repris les relations diplomatiques, mais nous restons intransigeants sur l'objectif et sur le cap. À la veille d'élections législatives, que les partis islamistes notamment viennent décrire Israël, le grand Satan, etc. Vous savez, d'un autre côté, ils soutiennent aussi l'Iran. Donc ils ont aussi des discours sur lesquels on peut avoir un certain nombre de sujets. Moi, je dirais que l'opinion publique marocaine, elle comprend la force et l'essentialisme de notre singularité, et que si à un moment on se met à transiger sur le modèle d'islam du milieu et de cohabitation interreligieuse, dès que vous commencez à quitter un tout petit peu cet extrême centre, vous ouvrez la voie à tous les extrémismes. Dès que vous quittez cet extrême centre, qui consiste à dire nous, Marocains, nous acceptons qu'il y ait des juifs, des musulmans et des chrétiens qui coexistent dans notre espace, sans qu'on s'entretue. Nous, Marocains, nous sommes pour l'islam du milieu, celui qui est de la mesure, et non pas celui qui a été dévoyé par le salafisme et par le hanbalisme et par toutes ces écoles de pensée auxquelles le Maroc a toujours été imperméable. Eh bien, moi, je pense que la conviction du roi du Maroc, c'est que la dignité n'a pas de prix. On ne dévie pas de cette ligne. Et je vais terminer mon propos là-dessus. Benjamin Netanyahou n'a eu de cesse de demander de venir au Maroc pour faire une visite officielle. Elle n'a jamais eu lieu. Et la réponse du Royaume du Maroc a toujours été constante. Le Royaume du Maroc est prêt à vous recevoir, sous réserve que vous soyez accompagné de Mahmoud Abbas. C'est ça, la position du Maroc. C'est une ligne de crête, c'est pas une position facile, c'est pas une position simple lorsque vous avez un conflit aussi terrible qui est en train de se dérouler, mais c'est la position singulière qui est adoptée par le Maroc. Sur le décrochage tunisien, vous savez, il y aurait beaucoup à dire. Moi, je pense qu'il y a eu cette expérience de l'islam politique en Tunisie, dans lesquelles les islamistes ont avancé masqués. Et il y a eu une telle destruction des anciennes élites, il y a eu de tels mouvements de vendetta qui n'ont pas été arrêtés par l'État alors que vous avez besoin de cet écosystème d'entrepreneurs, qu'une fois que vous installez la défiance, eh bien, ça met plusieurs décennies à pouvoir se réinstaller. Quand il y a une révolution, il y a 2 écoles. Il y a ceux qui disent on va tout reconstruire, comme les communistes, et il y a ceux qui disent on va être pragmatique, on va s'appuyer sur ceux qui ont déjà le capital, on va remettre la machine en route.
et ben, une fois que vous avez dévié ce chemin-là, vous laissez la voie à des dirigeants plus populistes de venir appliquer ou plutôt prôner des méthodes de Yaka Faucon où on voit bien que ça fonctionne pas. Et donc moi c'est beaucoup plus ce qui me meurtrit en Tunisie, c'est que beaucoup de gens ont été mis au banc à la fois du capitalisme tunisien, à la fois de la société civile, au nom de leur prétendue participation au régime du président Ben Ali. Mais qu'est-ce que vous voulez, ils étaient dans une situation où soit ils servent leur business, soit ils font rien. Donc moi je trouve que c'est vraiment là où ça a dévié. Voilà mon cher. Merci beaucoup, c'était particulièrement brillant toute cet après-midi, grâce à un discours clair et fort passionnant. J'espère que vous l'avez tous partagé et mesuré à sa juste valeur. Merci beaucoup, Abdelmalek, pour ce livre, et surtout lisez le livre aussi, parce que c'est vraiment un excellent ouvrage, et merci de votre accueil. Merci à vous.